Bonjour. Je vais d'abord parler un petit peu du recouvrement. Donc le recouvrement, c'est la détection explicite d'une erreur et le remplacement de l'état d'erreur par un état correct. Donc on peut soit le faire à partir d'une reprise, c'est-à-dire on a enregistré un ancien état et on va revenir en arrière à cet état. Soit on peut le faire à partir d'une poursuite, c'est-à-dire on va refabriquer un état correct en partant de l'état incorrect. Donc on verra quelques exemples plus tard. La compensation, elle, on a une redondance suffisante dans le système pour être capable de masquer aux utilisateurs les erreurs. Euh, on peut utiliser en particulier une notion de vote majoritaire euh, qui va être qu'on va revoir revenir aussi dans des cours ultérieurs, en particulier au moment du consensus. Donc la reprise, euh, c'est un retour en arrière vers un état intérieur, mais pour ça, il va falloir enregistrer un état antérieur. C'est une technique complètement générale, donc on a une ligne temporelle, et puis on est passé par l'état 1, 2, 3, 4, avant la panne. On a sauvegardé l'état 1. Après la panne, quand on veut redémarrer et réparer la machine, on peut la faire repartir de l'état sauvegardé, l'état 1. C'est une technique générale qui fonctionne très très bien dans tout un tas de cas standards, et qui est très facile quand on n'a qu'une seule machine. C'est un peu plus compliqué un système distribué, on verra comment on fait. L'autre possibilité, en fait, c'est la poursuite. C'est parfois, en fait, on est en panne, mais en fait, on a récupéré des gros morceaux de l'état 4 et on est capable de refabriquer un état correct à partir de l'état dans lequel on est tombé en panne. Donc là, c'est très très dépendant du problème, et donc c'est une technique spécifique. Pour certains problèmes, on peut, pour d'autres, on ne peut pas. Et donc, il faut faire une bonne analyse préalable des types d'erreurs avant de pouvoir s'en servir. Alors, lorsqu'on communique par paquet dans le réseau Internet, en fait, on voit ces deux stratégies, la reprise et la poursuite. Alors, par exemple, si on regarde au niveau de TCP/IP, le protocole que vous utilisez tous les jours pour surfer, euh, les données sont transférées par paquet. Et chaque paquet est acquitté depuis le récepteur qui envoie un message à l'émetteur en lui disant qu'il est bien arrivé. L'émetteur conserve un paquet, la valeur des paquets envoyés jusqu'à ce qu'il reçoive l'acquittement du récepteur qui lui dise que le paquet a été correctement reçu. Et donc la reprise, ici dans TCP/IP, c'est lorsqu'on perd un paquet, il suffit de redemander sa réémission. Alors cette demande, elle peut être soit implicite, par expiration du délai d'attente de réception de l'acquittement. Ça fait 3 mois que j'attends l'acquittement, il n'est pas venu, donc je vais renvoyer le paquet. Soit explicite, dans les versions modernes de TCP/IP, le récepteur peut se rendre compte euh, que qu'un paquet a été perdu et il va redemander une retransmission de manière un petit peu cachée, parce qu'en fait, il faut que ce soit compatible avec les anciennes piles TCP/IP. Mais en fait, en pratique, il redemande la retransmission du paquet manquant à l'émetteur, bien avant la fin de l'expiration du délai de garde, qui est beaucoup plus grand que le temps d'aller-retour des messages dans le réseau. Et puis, la solution numéro 2, la poursuite, c'est ce que fait Skype. Euh, Quand vous êtes en train de faire une vidéo conférence avec quelqu'un, en fait, les données d'il y a 5 minutes, elles ne sont pas très importantes. Et les données d'il y a 20 secondes, elles ne sont pas importantes non plus. Donc si vous perdez un paquet, en fait, vous n'avez pas du tout intérêt à demander sa réémission. Vous avez simplement intérêt à être capable d'interpoler à la fois la vidéo et l'audio pour que l'utilisateur ne se rende pas compte qu'il y a eu une perte. C'est un mécanisme de poursuite. Donc le recouvrement,
comme je l'ai dit, peut être fait par reprise ou par poursuite. La reprise est une technique générique, la poursuite c'est une technique spécifique et dans le reste de cette vidéo et des vidéos suivantes, nous ne parlerons plus que de la reprise. Donc une technique de reprise, on veut ramener le système dans un état antérieur qu'on a enregistré. Pour ça, il faut avoir enregistré un état. Donc on a des points de sauvegarde, qu'on appelle des backups en anglais, et des points de restauration, restore. Et ces points-là, ils doivent être atomiques. Il ne faut pas d'interférence avec des messages qui arrivent ou qui partent ou des états qui changent au milieu du backup. Donc il faut faire aussi attention à ce que l'état de point de reprise soit lui-même protégé des fautes. Si vous enregistrez un état incorrect, parce que votre disque dur a des bugs, et ben, lorsque vous allez restaurer cet état, il sera incorrect. Donc il faut faire attention. L'enregistrement et la sauvegarde de l'enregistrement sont aussi des sources de fautes. Lorsqu'on fait la reprise, les points de reprise, ils sont créés sur chacun des processus. Il y en a plusieurs. Et donc il va falloir que l'ensemble des points de reprise qu'on va utiliser soient cohérents. Donc, on l'avait déjà évoqué dans un cours précédent. En fait, une des difficultés, c'est qu'on pourrait avoir des messages qui sont enregistrés comme étant partis dans un des points de reprise et qui sont enregistrés comme étant arrivés dans un point de reprise alors qu'on n'a pas enregistré leur départ dans le point de reprise d'une autre machine. Ce qu'on appelle une coupe incohérente. Et donc si on regarde par exemple deux machines, P1 et P2, qui ont enregistré un point de reprise 1 et un point de reprise 2, et ben quand P1 tombe en panne et que P2 le détecte à la date C2, et ben on ne peut pas refaire partir les systèmes distribués uniquement en utilisant l'état de reprise sur la machine 1 et l'état C2 courant de la machine 2 qui, elle, n'est pas en panne. Si on fait ça, on se retrouverait dans un état qui est incohérent, puisqu'on a un message M qui est parti après PR1 et qui est enregistré dans l'état C2 puisqu'il est déjà arrivé. Donc la machine 2 va elle aussi devoir revenir en arrière. Il faut faire attention à ne pas avoir un effet domino qui est toujours possible et on n'a jamais de coupe cohérente. Alors, pour éviter les problèmes de l'effet domino, on pourrait faire une approche a priori, où on fait des sauvegardes avec des mécanismes de synchronisation explicites, comme l'algorithme de Chandier-Lamporte qu'on a vu. On peut aussi faire une approche non planifiée avec des sauvegardes régulières sur chacun des processus. Et puis on va essayer, lorsqu'on a une panne, de retrouver un état cohérent. Alors, cet algorithme ne vous prémunit pas complètement de l'effet domino. Vous allez être obligé de revenir à l'état initial parce qu'en fait, vous n'avez aucun des enregistrements qui est cohérent. Mais en pratique, ça marche plutôt assez bien. Donc c'est l'algorithme de Zhuang et Van Katezan. Et donc, qu'est-ce qu'il va falloir pour faire fonctionner cet algorithme? Il faut qu'on sache que les messages partis sont arrivés. Donc là, on va avoir besoin plutôt d'une hypothèse FIFO, d'être capable d'ordonner les messages. Ça, c'est une hypothèse importante. Et puis, on va avoir une application qui est dirigée par les événements de réception, de traitement ou d'émission. C'est un algorithme optimiste. Il pense que globalement, ça va bien se passer. Alors comment ça fonctionne? Et bien chaque fois qu'il se passe quelque chose dans la machine, un événement, une réception d'un message ou l'émission d'un message, on va enregistrer un triplet qui a l'état courant, les messages émis et les messages reçus. On enregistre ça en mémoire, donc ça c'est très rapide. Et puis de temps en temps, on va enregistrer en stockage permanent la valeur du triplet. Donc si je prends le cas d'un enregistrement asynchrone, ce qui va être important pour détecter une coupe incohérente, c'est quand en fait il y a plus de messages qui ont été émis depuis une machine vers une autre que de messages. Pardon, il y a plus de messages qui ont été reçus d'une machine vers une autre. Donc RCVD de I vers J, qui a été enregistré dans le checkpoint de I. Si cette valeur est plus petite
est strictement plus grande que le nombre de messages qui ont été envoyés par J à I, alors on a un problème, parce que ça veut dire qu'il y a des messages qui sont déjà arrivés alors qu'ils n'ont pas encore été émis dans les enregistrements du checkpoint de I et de J que nous sommes en train de considérer. Donc un ensemble de points de reprise sera valide si c'est la condition on a reçu moins de messages que de messages envoyés est vrai. Pour toutes les paires de machines participant à l'application distribuée. Donc l'algorithme, ça consiste en fait, lorsqu'on a une panne, à revenir à son point de reprise précédent et de prévenir les autres. Et donc les autres, ils vont pouvoir vérifier que, en comparaison avec le point de reprise sur la machine qui est tombée en panne, on est ou pas dans un état cohérent. Si on n'est pas dans un état cohérent, alors les machines vont revenir en arrière pour revenir à l'état cohérent compatible avec le point de reprise de la machine qui est tombée en panne. Si vous revenez en arrière, il va falloir que vous préveniez éventuellement les autres de vérifier qu'eux aussi sont bien cohérents avec votre nouvel état cohérent et donc le risque d'effet dominant, mais qui en pratique arrive peu. Alors lors de la reprise, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rejouer sur tout l'ensemble des machines ce qui a été enregistré dans l'état cohérent que l'on a sélectionné comme étant cohérent avec les états cohérents de tous les autres. Et donc on va rejouer les messages qui ont été reçus, on va rejouer les traitements, et on va rejouer les messages à réémettre, suivant qu'on a été dans un enregistrement d'état d'un traitement, d'une émission ou d'une réception. Alors, éventuellement, il y a plusieurs messages à réémettre si on a fait une opération de diffusion, par exemple. Et puis, il faudra être capable d'ignorer les messages dupliqués, parce qu'éventuellement, une autre machine aura eu besoin de réémettre un message qu'en fait on a déjà reçu. Donc un exemple de compensation, c'est le vote majoritaire. Si vous avez 3 composants, ils vont tous les 3 sortir des valeurs que vous allez transmettre à 3 voteurs, donc des dispositifs qui sont chargés de vérifier et de faire un vote à la majorité. Et pourquoi il vous faut 3 voteurs? C'est parce que les voteurs aussi peuvent tomber en panne. Et puis, à la sortie des voteurs, vous allez prendre le vote majoritaire. Donc le but, c'est d'avoir 3 entrées identiques pour les composants et d'avoir 3 sorties identiques pour la phase d'après. Donc là, vous êtes capable, sur une phase isolée, si vous avez des entrées identiques, vous êtes capable de sortir des sorties identiques. Alors ça résiste relativement bien à la défaillance d'un composant et d'un voteur, quel que soit le composant et le voteur qui tombe en panne. Donc en conclusion, le recouvrement, donc le changement d'un état incorrect par un état correct peut se faire par reprise et par poursuite. Pour le faire, on a souvent besoin d'enregistrer un état, soit de manière synchrone, soit de manière asynchrone. La compensation, c'est un traitement d'erreur rapide et un masquage des erreurs, en fait, à l'intérieur du système, qui sera invisible par les utilisateurs du composant. Ça fonctionne bien tant que les hypothèses de faute sont respectées et que les fautes sont bien indépendantes entre les composants. Si elles ne sont pas indépendantes, vous pouvez avoir de gros soucis. On verra ça dans un exemple tout à l'heure, dans une autre prochaine vidéo. Alors, dans la prochaine vidéo, nous allons voir un certain nombre de problèmes qui se sont passés dans l'aérospatiale.